industrielle, on remplace les hommes par des machines, les femmes par des machines. Mais c'est pas du tout la même chose qu'on remplace, et c'est dans ce sens-là que c'est pas la énième phase de la révolution industrielle. Dans la révolution industrielle, on remplace la main de l'homme maniant l'outil par une machine qui manie l'outil, ça s'appelle la machine-outil. Main qui manie un marteau, et puis au Moyen-Âge, on a commencé à réfléchir, et puis 17e, 18e siècle, on a des arbres à cames qui manient 10 marteaux, donc la machine-outil qui remplace la main de l'homme maniant l'outil. La révolution informationnelle, c'est certaines capacités du cerveau qu'on remplace, du cerveau humain, les capacités informationnelles, entre guillemets, c'est-à-dire création d'informations, transmission d'informations, réplication d'informations aussi. Et qu'est-ce qui est révolutionnaire là-dedans? Deux choses fondamentales, à mon avis, et puis une conséquence. Deux choses fondamentales, c'est que l'information, ça se partage. Quand je la délivre, je l'ai toujours, mais d'autres l'ont. Donc ça, c'est très nouveau. Alors qu'un produit matériel, un téléphone portable, si je le donne à quelqu'un, je ne l'ai plus. Ça ne se partage pas comme ça, de la même façon. Une information, je la donne, je l'ai encore. Donc ça, c'est très important. Une petite chose supplémentaire dans ce premier point, c'est qu'en plus, si je la partage l'information avec des gens qui ont un haut degré d'information, par leurs questions, par les débats, dans un colloque qu'on va avoir, elle va s'enrichir par le partage. Elle peut s'enrichir et se développer par le partage. Donc c'est une autre logique de ce point de vue-là. Donc ça se partage. Si on pousse encore le fait que un produit matériel, il ne se partage pas, ça veut dire qu'une machine, si elle est ici, elle n'est pas là-bas. Si je fais du pneu, ma machine pour faire du pneu, si elle est à Clermont-Ferrand, pour Michelin, elle n'est pas au Brésil. Si j'en veux deux, il faut qu'elle soit ici et là. Alors que l'information qui va être, par exemple, la formule pour la composition du produit qui fabrique le pneu, elle est ici et là, simultanément. Je ne la paye qu'une fois. Donc du point de vue des coûts, c'est fondamental et c'est une incitation à partager les coûts sur des ensembles très larges de multinationales, voire à des nationalisations mondiales, enfin des multinationales très larges, qui vont déborder les monopoles publics nationaux, et qui vont avoir un aspect fou, avec la finance, j'y reviendrai, mais un aspect d'économie sur les coûts, parce qu'on va partager un même coût sur une échelle très vaste. Mais la différence, là, c'est que ce qui devient efficace, c'est l'inventivité, les recherches, la spécificité du travail humain, donc les capacités humaines. Avec la révolution informationnelle, ce qui devient décisif, c'est les capacités humaines. Et les dépenses pour les capacités humaines deviennent beaucoup plus importantes que celles pour les moyens matériels de production. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moyens matériels de production, mais les dépenses pour les capacités humaines deviennent décisives. Effectivement, on veut faire peur avec la révolution informationnelle et numérique en disant non seulement c'est fondamental, mais ça détruit tous les emplois, et puis voilà, il y a des statistiques, on ne sait pas d'où elles viennent, enfin on ne sait pas comment vraiment elles sont élaborées, si on sait quel cabinet les émet, mais on ne sait pas comment elles sont élaborées, c'est fait à la louche, etc. Bon. C'est sûr que beaucoup d'emplois vont se transformer. Bon. Alors donc, un métier disparaît, un autre apparaît, mais ça peut être la même personne qui le fait. Donc on mélange joyeusement les emplois, les métiers, les postes et les personnes. Les postes vont changer, mais ça peut être la même personne. Donc là, on joue sur les mots. En réalité, on peut avoir 14 millions de postes qui changent et 14 millions de personnes qui restent avec un autre poste, quoi. Indépendamment de ce que fait le patronat. En réalité, les postes, ils changent beaucoup. Ils ont beaucoup changé. Deuxièmement, effectivement, c'est vrai qu'il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont apparaître. J'ai pris l'exemple de la presse tout à l'heure, où le métier de typographe disparaît, mais le métier d'infographiste apparaît, et tout ce qui est maquettage a changé. Bon. Après, ça pose des questions de pouvoir et de maîtrise sur les métiers concrets et sur les décisions d'embauche aussi, qui sont liées aux investissements. Mais troisièmement, je pense qu'il faut peut-être prendre aussi au mot, parce qu'il y a une chose forte qu'il faut voir, et si on n'y répond pas, le discours qui est fait sur la destruction d'emplois, soi-disant inéluctable, peut déprimer les salariés. Il y a une chose forte qui est la souplesse. Grosso modo, alors on pourrait leur dire,
Mais la révolution informationnelle est transversale, elle joue partout, tous les métiers vont changer. Et donc il y a une question de souplesse, de capacité à répondre à ça. Et la souplesse, c'est pas jeter les gens justement. C'est mettre les gens en capacité d'anticiper, de se former, d'attraper, d'avoir même un temps d'avance sur cette révolution informationnelle. Donc ce qui renvoie à ce que la CGT appelle la sécurité sociale professionnelle, ce que moi j'appelle avec d'autres la sécurité d'emploi ou de formation. C'est-à-dire qu'il faut énormément de temps de formation, énormément de temps d'anticipation, et pas forcément formation pour changer d'emploi, aller ailleurs, formation pour se développer dans le même emploi, mais c'est pas le moment où on est en plein emploi. Donc ça demande des créations d'emplois pour libérer du temps de formation. Et ça demande une maîtrise aussi. Donc en réalité, ça pose dans la vie la question de la sécurité sociale professionnelle, emploi, formation, dans une sécurité de revenus, dans une maîtrise sur l'emploi et ce qui va devenir, parce qu'on se forme d'autant mieux qu'on se projette avec stabilité humaine et de vie dans l'avenir. Tous les salariés font du traitement de l'information de façon très importante. Et par exemple, si je prends le mot opérateur qu'ils essaient de substituer à ouvrier, il y a un aspect idéologique réactionnaire, ils veulent nier l'existence des ouvriers, ils disent opérateurs. Mais il y a une façon de prendre du réel et qui peut du coup porter chez les salariés, c'est qu'ils ne sont pas que ouvriers. Ils sont opérateurs jusqu'à l'opération, mais ils prennent plein de décisions, plein de travail abstrait, qui n'est pas le geste reproduit. Et donc ça aussi, ça déstabilise. Et donc ils déstabilisent. Et donc ils ont besoin aussi de beaucoup de formation, beaucoup de connaissances. Si c'est capacité humaine, ça veut dire travail, formation, le temps d'échange d'informations, il s'est passé ça, il s'est passé ci, la façon de décrire ce qu'on a fait quand il y a un problème. Parce que c'est pas dans la machine, c'est dans la tête. Et c'est même pas visible, c'est pas dans le geste. Et du coup, ça pose la question, par exemple, de l'évaluation dans les boîtes. Ils veulent évaluer, contrôler, y compris parce que c'est pas un geste réplicable qu'il faut savoir faire. Et donc ils exigent des gens une capacité à faire, une capacité à résoudre un problème, des éléments comportementaux, relationnels, parce que c'est plus le geste ouvrier, c'est moins, disons, le geste ouvrier matériel, même si ça peut rester l'assemblage. Hein. Mais comme ils veulent continuer à contrôler, continuer à faire rentrer dans les lignes, ils vont faire enfler l'évaluation complètement folle. Et d'ailleurs, c'est des coûts bureaucratiques, on pourrait parler d'une évaluation à la soviétique. Hein, garage automobile, moi j'ai fait réparer ma voiture, j'ai discuté avec le patron, c'est une filiale qui est labellisée Renault, ils sont 7-8 salariés. Il m'explique qu'il, pour continuer à avoir le label Renault, et donc réparer les bagnoles Renault avec, en assurant la qualité qu'il faut pour connaissance des voitures, il a chaque année 2 salariés en formation, un mois entier chez Renault. Pour les nouveaux modèles, pour les nouvelles cartes électroniques, parce que tout est électronique, etc. Donc 2 mois chaque année. Donc il y a les 2 dimensions qui se... Mais à nous, bien sûr, c'est pas joué que ce soit dans le bon sens d'une certaine façon, mais montrons que la vie pousse au développement. Si on veut vraiment être efficace, la vie pousse à dépenser plus sur les hommes, à développer les capacités humaines, à libérer le temps, leur autonomie, à vraiment, pas seulement avoir travail hors travail, mais la formation doit prendre une grande importance, qui n'est pas exactement un moment de travail, et qui n'est pas exactement un moment de totale liberté, bien sûr, mais c'est 3 dimensions importantes. Et à mon avis, c'est très très profond, et ça pousse à un dépassement du salariat capitaliste. Et c'est ça qui est posé aujourd'hui, je pense, et d'une certaine façon, nous sommes l'avenir. Et c'est... Coût du travail, coût du capital. Le capitalisme, si lui fait sur un même coup, s'il remplace des hommes par des machines, donc finalement le coût du capital va augmenter, le coût du travail va baisser. Pour le patron, le coût du capital, c'est du revenu pour lui. C'est sa propriété, le capital, et c'est du revenu pour lui. Donc on peut comprendre certaines logiques des fois. Et de toute façon, cette domination de remplacer les hommes par des machines et les femmes par des machines continue dans les mentalités.
Par contre, ça peut contribuer à la crise d'efficacité, parce qu'on ne dépense pas assez pour les capacités humaines. Donc même là-dessus, ils sont obligés de faire attention. Deuxièmement, il ne faut pas confondre les coûts et les dépenses. Les capitalistes, pour les nouvelles organisations du travail, pour les recherches nouvelles, pour les innovations, comme ils disent plus exactement, de produits, font des dépenses nouvelles. Investissement ou recherche. Ou bien font appel à des fonds en bourse. Et donc ça, c'est des dépenses nouvelles. Et l'effet est ambivalent. C'est-à-dire que je fais des dépenses nouvelles qui vont me permettre de baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée. Bon, donc j'augmente mes profits. Oui, mais si pour augmenter 10 de profit, j'ai mis 100 de plus en capital, j'ai un problème de rentabilité. Et souvent, même des économistes très huppés confondent ce problème de partage de la valeur ajoutée avec le problème du taux de profit. Le taux de profit, c'est pas seulement la part des profits dans les salaires, ça c'est un élément, c'est les profits rapportés à tout le capital que j'ai mis si je suis capitaliste. Le capitaliste, comme dit Telcher, il dit « I want my money back ». Donc, my money back, mon argent qui revient. Donc, si j'ai mis 100 et je veux 10%, je veux 10. Mais si j'ai mis 100, ça me permet de gagner que 2 en plus, problème. C'est d'ailleurs, je suis désolé de faire un peu le twist, mais c'est la question de la suraccumulation du capital, dont parle Marx. Et bien sûr. Alors effectivement, la productivité apparente du travail, c'est-à-dire du travail humain, mais il y a le travail passé avec le capital, la productivité apparente du travail humain a énormément augmenté. Il faut beaucoup moins de jours, hommes, pour faire une voiture qu'hier. Y compris même avec la recherche, avec ce qui est en amont, parce qu'ils ont travaillé là-dessus. Et quand je dis ils ont travaillé, les capitalistes ont travaillé, mais aussi plein d'ingénieurs, plein de salariés. C'est la créativité, c'est pas une masse homogène, le capital. C'est aussi les salariés qui travaillent. Bon. Donc, ils vont produire une voiture plus vite. On leur dit votre coût du travail est plus élevé. En réalité, on a diminué le nombre de personnes qui fabriquent des voitures. Donc sur la tête d'une personne qui est beaucoup plus formée, ça coûte un peu plus cher, mais la dépense en travail n'est pas beaucoup plus élevée qu'hier, elle est même moindre. C'est 15% du coût d'une bagnole, voire 12% la dépense salariale. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est le montant du capital qu'on met aujourd'hui qui devient gigantesque pour produire une bagnole. Donc le coût du capital, effectivement, lui devient considérable. Et non seulement le capital, alors il y a 2 ou 3 types de capital. Il y a le capital matériel, les machines. On en met plus, elles valent un peu plus cher, mais bon, c'est encore limité. Il y a tout l'immobilier, etc., et un capital un peu indirect, enfin immobilier, qui lui, avec la spéculation, va coûter beaucoup plus cher. Et puis il y a toute la valorisation financière de ce capital qui va peser très lourd en plus. Parce que j'ai 100 de capital dans Renault, on constate 100 de capital dans Renault, par exemple. Si Renault, ça marche bien et fait des bénéfices, eh ben les actions vont s'échanger et puis chacun va revendre des actions, les actionnaires vont vendre des actions en faisant des profits. Ce capital, pour simplifier, va valoir 200 demain. Eh ben si derrière il y a les mêmes machines, les mêmes capitales réels, mais si ça vaut 200, eh ben pour faire 10% de profit sur 100, je tirerai 10 de la bête, moi capitaliste. Sur 200, pour faire 10% de profit, je tire 20 de la bête. Et donc, la pression devient plus dure. Et donc, progressivement, avec la montée du capital financier, la montée des coûts en capital, la suraccumulation, et de l'autre côté, quand même les difficultés d'efficacité, même si on est plus efficace, ça commence à atteindre les limites, de plus en plus, la lutte des classes, entre guillemets, le conflit s'accroît, et ça devient difficile, donc ça se tend de plus en plus. C'est un petit peu ça le paradoxe qu'on a. D'après les chiffres INSEE, dans l'aéronautique, la production, le nombre d'avions assemblés, la valeur des avions assemblés, a augmenté de 60% en 15 ans. Alors que l'emploi fait à peu près en France 0%. Donc ça fait une sacrée productivité apparente du travail. Plus 60% d'avions assemblés. Mais les richesses réelles ou constatées créées, la valeur ajoutée, elle est stable. C'est-à-dire, j'assemble plus d'avions, mais au total, entre la valeur de ma production et la valeur de ce que j'ai acheté pour produire, c'est ça l'écart qui donne la valeur ajoutée. Finalement, ça n'augmente pas. Et la question que j'ai posée et qui reste posée, c'est quelle est la raison de ça?
Et elle est probablement double. Il y a une partie qui sont les délocalisations et l'externalisation. Et il y a une autre partie qui sont les prêts de transfert, c'est-à-dire qu'une partie des richesses nouvelles créées par les salariés, il y a tout un jeu de pouvoir du patronat qui va utiliser les actifs immatériels, les brevets, la localisation de ça dans des holdings à l'étranger pour imposer des règles de prix de transfert qui vont pomper ces richesses créées, cette valeur ajoutée, pour lui avoir le monopole dessus et le répartir ailleurs. Donc il y a une partie aussi qui fait partie de la lutte de classe, qui est très profonde, et où l'immatériel et la révolution informationnelle est utilisé au service du grand capital, et qui va être un levier pour approprier les richesses créées par les travailleurs et même leur faire croire qu'ils ne créent pas plus de richesses qu'hier. Il n'y a pas grand-chose à se partager. Et je pense que la question des brevets, des actifs immatériels est un enjeu de classe majeur. Fondamentalement, il va se passer, à mon avis, quelque chose d'assez particulier. On va avoir de plus en plus les lieux de production où il y a moins de gens. On va avoir 4 lieux en fait. Les lieux de production où il y a moins de gens. Les lieux de service en appui en relation à la production où on voit les gens mais qui ne se rendent pas compte des richesses qu'ils créent. Les lieux où il y a l'argent, que ce soit les holdings ou les banques, qui sont déconnectés, donc l'argent est là, on pense qu'il n'est pas dans la production, qu'on n'a pas créé beaucoup de richesses, eux-mêmes les services en appui à la production, ils pensent qu'ils sont juste des coûts. Et puis les services publics, où on a des concentrations massives de salariés. Et en plus, eux, ils sont coupés, ils sont désordonnés. Donc il y a un énorme enjeu pour la société, mais probablement, je pense, pour le syndicalisme, de reconnecter tous ces éléments-là. Si en plus on rajoute la dimension internationale qui va éclater tout ça dans différents pays. Parce qu'il y a une question de pouvoir sur l'argent, il y a une question pour investir autrement dans les lieux de production, il y a une question, quelles sont les conventions pour compter combien on va payer ce travail-là et comment il va être fait, et puis il y a la question des relations au service public qui est très importante en réalité, parce qu'ils travaillent beaucoup en relation avec tout ça, et même ils forment et ils développent les salariés aussi, enfin ils pourraient, beaucoup plus. Donc il y a besoin de rejoindre, et je pense que ça pose des questions très fortes sur les relations syndicales. Il y a une question majeure qui est liée à cette révolution informationnelle, bon, le moment numérique, mais c'est l'internationalisation. Parce qu'elle elle est fondamentale, elle est massive, et elle est un peu différente, quand je dis un peu, c'est même beaucoup différente, de l'internationalisation à l'ancienne. C'est plus, pour faire simple, Ford qui a la même usine, qui la met dans plusieurs pays, mais chaque usine est un peu autonome, etc. Non, il y a une transversalité profonde. Parce que je mets au point les recherches, les services à un endroit pour l'ensemble du groupe. Par exemple, je vais raconter une histoire, une anecdote. Je suis allé devant la SNECMA, qui est une filiale de Safran, dans le 77, en région parisienne. Dans l'aéronautique, la SNECMA, filiale de Safran, fabrique des moteurs. Mais c'est pas comme ça que c'est vu. Enfin, fabrique des moteurs, fabrique les moteurs d'Airbus. Bon. Donc je suis allé à Villaroche, dans Seine-et-Marne, il y a 5000 salariés. Donc je suis devant l'entreprise, on distribue des tracts, je discute avec le camarade de la CGT moi j'avais fait un bouquin, il voulait, voilà. Bon, et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait là? Il me dit, ici on assemble les moteurs d'Airbus. Je dis, ah bon, les 5000 assemblent les moteurs d'Airbus? Il me dit, ah non, pas du tout. Je savais bien, je lui dis combien? Il me dit, oh 400, 500. Donc 500 sur 5000, 10% seulement assemblent le moteur d'Airbus. Mais dans la présentation, on va mettre ça en avant. Il y a du vrai, parce que c'est sur cette vente-là que... Je dis, qu'est-ce qu'ils font les 4500 autres? Il me dit, ils font du service. C'est bureau d'études pour tout le groupe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça nous interroge sur notre représentation des choses, aux uns et aux autres. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Villaroche, il y a 4500 salariés qui travaillent pour le monde entier, toutes les filiales de SNECMA et de motorisation des avions. Et donc, il y a un coût que je dirais global qui s'oppose à un coût local. Parce que
ces ingénieurs, ces bureaux d'études, leur coût du travail, et même le coût en général de l'activité, c'est un coût pour l'ensemble du groupe. Et donc si après on va dire aux salariés, mais en Chine ils sont moins chers, mais en réalité, l'efficacité de ce qu'il fait en Chine, elle vient aussi de la dépense qui a été faite en coût global à Villaroche. Donc il y a un problème de coordination, là où le patron essaye d'opposer les salariés les uns aux autres. Et opposer effectivement coût local et coût global. Donc il y a un problème de pouvoir sur l'ensemble des richesses créées, là où le patron va diviser les uns les autres. Donc, et ça, c'est des enjeux majeurs qui affleurent dans les comités de groupe européens, je suppose, voire des comités de groupe internationaux, mondiaux quand ils existent, mais qu'il faut arriver à traiter autrement. Bon, moi, j'ai fait des travaux et je veux les développer sur la question des prix de transfert, qui sont des questions majeures en réalité, qui sont une façon pour les patrons, finalement, d'opposer deux choses. Une chose très connue qui est la chaîne de valeur, et qu'on confond généralement avec la chaîne d'activité. Ce qu'on connaît en réalité, c'est la chaîne d'activité. À peu près. On sait qu'on fait telle activité à tel endroit, à tel autre. Même si justement l'activité de service, des fois, on la fait dans plein d'endroits à la fois. Moi, j'avais un camarade qui travaillait chez Dassault Aviation. Il me disait, je dis, qu'est-ce que tu fais? Il me disait, je dessine des avions. Et il me dit, on est 10 à 15 pays à intervenir ensemble sur le même logiciel. On est dans 10 à 15 pays différents. Donc voilà, bon, on voit à peu près la chaîne d'activité, mais la chaîne de valeur, c'est quelque chose qu'on plaque sur la chaîne d'activité, et avec les pouvoirs du capital, il va faire basculer les valeurs d'un côté ou de l'autre avec un élément un peu conventionnel. Et donc il y a un enjeu majeur dans les luttes d'aller effectivement là-dessus. Et c'est ce que font certaines luttes, quand elles posent la question des partages de charges. Quand elles posent du coup la question aussi des rémunérations avec les partages de charges et d'un débat là-dessus, elles sont là-dessus. Et ne croyons pas que le patronat, il a toutes les réponses à ça. Il tâtonne sur la façon de répartir. Il tâtonne et ça marche pas. Parce que ces prix de transfert, finalement, si on réfléchit, c'est à l'intérieur du groupe, trouver des règles qui sont pas des règles de marché, qui sont des règles où on décide autrement par accord. Donc on nie le marché à l'intérieur du groupe, mais bien sûr, eux avec l'objectif de la rentabilité maximale du capital, donc de répondre au marché au carré à l'extérieur du groupe. La croissance financière, la rentabilité financière. Mais de l'intérieur, ils nient le marché. Et donc nous, on doit pousser aussi d'autres règles, parce que finalement, ces prix de transfert viennent du fait qu'il y a des activités partagées, comme à la SNECMA, là, comme j'expliquais, alors c'est pas des prestataires, mais ça pourrait être, on peut prendre des exemples ailleurs, c'est 4500 ingénieurs du bureau d'études qui sont un coût global pour l'ensemble du groupe SNECMA. La question de la division internationale du travail, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la division du capital ou l'unification du capital qui est de l'autre côté. Et donc il y a aussi la question du capital. Finalement, on pourrait dire, si je puis me permettre un peu d'imager les choses, on a des activités qui sont multilocalisées dans plusieurs endroits, avec des ressources localisées, des activités multilocalisées. Hein, et puis, ces activités, cette production, elle a des résultats, des produits, des composants. Elle a aussi elle crée aussi des revenus. Une partie est consommée par les salariés dans le pays, mais une partie est à la disposition de l'ensemble du groupe. Et ça s'est fait dans 10, 15, 30 filiales. Et on a localisation des activités, et le groupe, il globalise tous ces résultats des activités. L'argent qui est réalisé, les recherches, les composants, et il a la main dessus pour les globaliser et les réinjecter d'une certaine façon, soit pour relocaliser, soit pour délocaliser. Et il y a un grand enjeu là-dessus, de maîtrise suivant une autre logique. Non pas pour dire il faut tout localiser, parce que finalement, l'idée, la multinationale, elle répond à une fonction nécessaire qui est de partage des ressources, des recherches, des résultats et des produits pour coproduire. Mais elle le fait pour coproduire au service du profit de la rentabilité financière, donc en appropriant. Et donc pour une logique folle, la rentabilité maximale contre les femmes et les hommes, du coût du travail, etc. On sait ce que c'est. Et il s'agit effectivement de partager, mais d'une autre façon. Et donc je pense aussi que c'est loin d'être seulement un problème d'orga, comme on dit souvent,
et de structuration, même si ça pose des problèmes d'organisation et de structuration. Il faudrait s'informer sur la façon dont on a les difficultés, dont ça marche pas. Ce problème de l'internationalisation n'est pas seulement un problème d'organisation. Même s'il faudrait s'informer mieux des obstacles, des réussites, etc., mieux mutualiser, moi ça me passionnerait aussi. C'est aussi un problème d'avoir une conception qui permette de voir quel est le problème posé. Le problème posé, c'est pas de dire, on le sait bien, et c'est ce que dans les luttes, on va tout produire en France, ou tout produire en Pologne, ou tout produire en Chine, etc. Non. Le problème posé, à mon avis, donc, c'est quelle coproduction et quel partage pour produire en commun. Et peut-être, et il y a problème, on peut enrichir encore, là ce que je dis c'est le premier élément, mais si on enrichit et si on arrive à voir mieux une doctrine, un objectif, une façon de concevoir les choses, ça peut aider à s'organiser, parce qu'on voit mieux dans quel sens on s'organise, on est moins tétanisé. Et un élément majeur, c'est le partage de quoi? De l'argent pour investir, le partage des moyens pour investir. C'est, à mon avis, le monopole majeur qui pose problème, encore plus avec la révolution informationnelle, c'est le double monopole du patronat sur l'argent pour investir et sur les informations et les connaissances. Et c'est ça l'enjeu majeur. Alors, il y a unification du capital et il y a contradiction dans le capital. Il y a unification du capital parce qu'en réalité, effectivement, c'est vraiment le capital financier, c'est-à-dire du capital au carré qui se préoccupe pas forcément de ce qu'il y a derrière, mais où ce qui compte, c'est une valeur, de l'argent, grand A, qui donne sa valeur plus quelque chose. Grand A qui donne grand A plus delta A. Ça, c'est vraiment, on est à ce niveau-là, dont parlait Marx, dont parlait Hilferding, dont parlait aussi Lénine. Lénine, là-dessus, a pioché dans Hilferding. Et donc, on a cette unification, et par les liens financiers de contrôle en capital de filiales dans le monde entier. Et on pourrait se poser la question, il y a besoin de liens entre entreprises, mais on peut le faire autrement que par du capital financier. C'est-à-dire autrement que par sa logique, et autrement que par de la dépense en capital. On peut avoir des accords, coûteux si on les défait, mais qui ne sont pas coûteux pour les faire. Et ça s'appelle des GIE, des groupements d'intérêt économique. Et dans un certain nombre de batailles, on met en balance, dans les luttes, l'idée d'un GIE pour coopérer à plusieurs, au lieu de mettre du capital financier. Donc, l'unification du capital, elle pose une question objective d'unification des activités, mais qu'on pourrait faire autrement par le capital. Ça, c'est important de le voir. Et parce qu'elle pose la question de la mutualisation des ressources et du partage des moyens et des recherches qui est posée avec la révolution informationnelle. Ça, c'est sûr. Mais on peut le faire autrement. Et du coup, beaucoup plus efficace et plus large avec une autre logique. Mais de l'autre côté, à l'intérieur du capital même, il y a des contradictions très importantes. Bon, il y a une domination du capital américain. Et avec le dollar. Et le dollar, d'ailleurs, c'est un taux de change, mais c'est pas seulement un taux de change. C'est surtout un levier, une pompe aspirante et refoulante pour aspirer l'argent et les capitaux vers les États-Unis. Tout le monde met son argent aux États-Unis. Pas tout le monde. Pas moi ou le clan pas moyen. Mais de tous les pays vient de l'argent capitaliste aux États-Unis. Aspirante refoulante, ça vient aux États-Unis. Ça finance d'ailleurs une partie du déficit américain et ça leur permet d'entretenir leur avance informationnelle et même leur service public en ayant un taux d'impôt bas mais en prélevant sur les autres. Ils développent aussi un peu quand même un système universitaire. Et avec ce capital, ils font de la prédation à l'étranger et achat d'entreprises, contrôle d'entreprises. Il y a une myriade d'investissements de portefeuille qui arrivent aux États-Unis. Une partie reste aux États-Unis, permet de développer les services publics et de financer le déficit public. Et une grande partie après permet d'aller prendre le contrôle du monde, entre guillemets, pour simplifier. Donc, et après, ça reboucle parce que grâce à ce capital, il y a des redevances qui rentrent, il y a des services qui rentrent, il y a des dividendes, des profits qui rentrent, et ça permet. Et tout le monde place aux États-Unis. Et donc, il y a quand même une grande question qui est le dollar, et d'une monnaie alternative au dollar, parce que je crée du dollar. Moi, américain, je vais créer du dollar, et ils créent du dollar, ils viennent dominer le monde avec ce dollar et en détenant. Donc ça, c'est une contradiction importante, enfin, il y a un enjeu important sur le dollar. Et donc, le challenging des États-Unis par la Chine est intéressant si c'est pas, si c'est vraiment une alternative et si c'est pas de la collaboration avec le capital financier. Il y a un problème collabo ou pas collabo, pour faire simple.
Et quand ils disent une autre monnaie, une monnaie commune mondiale qui ne soit pas le dollar, oui, pourquoi pas, là, effectivement, ça challenge. Et une monnaie commune qui soit donc affectée au développement, de la formation, des services publics et de l'emploi dans les pays, oui, c'est intéressant. Mais si c'est pour challenger les autres, ça pose problème. Et d'ailleurs, en Chine, on voit bien le problème qu'il y a. D'ailleurs, j'avais montré à quel point, on va le faire simple. La Chine a un excédent commercial. Il y a quelques années, cet excédent commercial était de 300 milliards. Enfin, le faire simple, disons que c'est en vendant des iPhones depuis la Chine. Et entre les ventes d'iPhone et les importations de composants, ça fait quand même un excédent. Mais une fois qu'elle a vendu les iPhones, c'est Apple qui vend les iPhones. Donc Apple, après, rémunère sa maison mère aux États-Unis ou aux îles Caïmans, comme on veut, enfin où on veut, avec des profits, mais aussi avec des redevances parce qu'il faut payer les droits sur les brevets, les dessins, les machins, etc. Et bien si on comptait tout ça, sur les 300 milliards d'excédents chinois, il y a 200 milliards qui ressortaient. Donc ces histoires de prix de transfert, c'est macroéconomique, c'est massif. Et on peut le montrer pour différents pays, c'est comme ça. Et ce qui s'est passé dans la crise, donc il y a des oppositions entre pays, et ce qui s'est passé avec la crise financière, semble-t-il, aux États-Unis, c'est que juste après la crise financière, le montant de ce qui revient en redevance, etc., aux États-Unis, a franchi un seuil, a augmenté. Et puis après 2012-2013, ça a à nouveau augmenté. Donc il y a vraiment des contradictions comme ça avec une domination américaine. Et l'Europe devrait se poser la question, les pays européens plus exactement, devraient se poser la question, est-ce qu'on est collabo, nous, dans cette affaire-là ? Ou est-ce qu'on propose à d'autres de jouer une autre ligne, une autre partition? Est-ce qu'on est collabo et donc on conforte le truc du grand frère américain et puis finalement, ou est-ce qu'on joue une autre partition? On le voit à travers les GAFA, mais ça pose des questions de pognon aussi. Et du coup, mettre en question, alors la Chine, qu'est-ce que vous choisissez? Et du coup, d'autres relations avec le Sud et avec l'Est. Voilà, c'est des questions majeures aujourd'hui qu'on pourrait poser. Effectivement, la révolution informationnelle pourrait être un élément d'émancipation. Et c'est présenté comme ça par le patronat parce qu'il y a des ambivalences. Il y a l'autonomie, il y a le développement de soi, etc. Mais aujourd'hui, c'est avec une dépendance économique maximale et c'est le prétexte à une surexploitation, etc. Mais c'est pas parce que c'est le prétexte à ça aujourd'hui qu'on peut pas montrer comment il faudrait radicalement faire autrement et comment en réalité d'ailleurs faire autrement rendrait plus efficace. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'intérêt général, c'est très important. Ils sont en réalité les autres sur un intérêt particulier qui enfonce ou qui plombe la société. Donc il y a un instrument émancipateur, mais pour ça il faut des pouvoirs sur non seulement l'organisation du travail et sa prescription, mais les investissements, les décisions de production, elles sont majeures. Et puis après, effectivement, sur les charges de travail, mais aussi l'organisation du travail, mais aussi il faut que le salarié soit moins objet et plus sujet. C'est ça le côté émancipateur. Pas réduire le salarié à une force de travail marchandise, dont il déborde déjà depuis longtemps, puisque ses besoins ne sont pas les besoins inertes d'une marchandise. Ça change suivant les rapports sociaux, suivant la bagarre. Il y a les besoins de formation déjà aussi, ça se développe, c'est pas comme une marchandise. Mais qui prennent des décisions qu'il est vraiment plus que son mot à dire. Donc c'est une toute autre citoyenneté, mais ça c'est une dimension émancipatrice. Et aussi émancipatrice au sens où la réduction du temps de travail pourrait être centrale, non seulement pour avoir du temps pour se former, mais aussi pour avoir du temps pour toute autre chose. Des temps sociaux et politiques, des temps de vie, d'épanouissement très différents, que la révolution informationnelle pourrait permettre. Parce que c'est vrai qu'il y a des gains potentiels de productivité considérables et de temps considérables qui sont possibles. Mais voilà, il ne faut pas être angélique là-dessus, mais il ne faut pas non plus être dans la diabolisation absolue. Il faut voir la contradiction et comment ils sont éventuellement du côté qui plombe.